Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat de ce lundi 6 août de l'an 2018. Nous recevons pour vous Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Ildefonse Akpaki, bonjour. Bonjour Lié, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci. Notre deuxième invité, Yves Gallet, directeur de publication du journal La Symphonie. Yves Gallet, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Yves, un instant. Oui, Yves, ça va. Yves, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour, chers auditeurs et auditrices de Métropolis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ildefonse Akpaki, je reviens à vous. La presse continue de parler abondamment de la feuille de route de résolution de la crise togolaise proposée par la CEDEAO. Est-ce qu'un camp peut crier aujourd'hui victoire à la lecture de cette feuille de route? Merci Elie pour l'occasion que tu m'offres pour que nous débattions de cette feuille de route. Ces recommandations, certains l'ont qualifiée ordonnance politique, d'autres l'ont qualifiée et bien d'autres choses encore. Mais je voudrais que, avant que nous n'entrions dans le vif du débat, faire une petite remarque par rapport à la CEDEAO. J'ai écouté quand j'étais encore tout petit une chanson de l'animation politique qui disait il y a des mains des sous au Sopo Nigeria d'Asideji, au Sopo Africa du Congo, mais CEDEAO, il y a des mains. Nous parlons de la création de la CEDEAO. C'est faux. Ah bon? Feu le général Yadima n'a jamais été l'initiateur de la CEDEAO. Alors, vous me surprenez ce matin, Ildefonse Akpaki. Oui, j'ai fouillé dans les archives, puisqu'on a passé au moins 50 ans à vouloir traverser l'histoire du Togo. Des gens l'ont fait sciemment parce que c'est des super menteurs. Je lis dans le document laissé par feu Dr Hospice Omoro Dominique Aboukoko, qui a été ministre du gouvernement de Sylvanos Olympio, oui, qui disait, je cite, « Au plan interafricain, conscient qu'on ne pouvait pas concevoir de faire du petit Togo un pays isolé du contexte régional auquel tant d'affinités le liaient par ailleurs, notre gouvernement ne resta pas étranger aux efforts entrepris pour l'édification d'une Union africaine que Sylvanus Olympio voulait fraternelle, libre et respectée. Aussi, dira-t-il, uni, tranquille, prospère, le peuple togolais se sentira plus fort pour entreprendre avec les autres peuples d'Afrique une grande œuvre d'union fraternelle qui doit faire de ce continent qui est notre un pays effectivement libre et désormais respecté. » Je cite toujours. Traduisant cette conception en acte, Sylvanus Olympio jettera avec Tafawa Balewa, alors Premier ministre de la République fédérale du Nigeria, au cours de leur rencontre historique à Lomé, les bases de la future communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Fin de citation. Vous voyez comment on a pu travestir l'histoire du Togo pendant 50 ans et plus. Je voudrais que ça soit clair dans les esprits aujourd'hui que la CEDEAO n'a jamais été l'initiative de feu le général Yadima. Parlons-en. Et Yadima a contribué quand même à la mise en place de cette communauté. Je crois que vous m'avez écouté tout à l'heure. Je crois que ce que j'ai lu est clair. Bien sûr. Et je crois que la dernière phrase est très explicite. Sylvanus Olympio jettera les bases de la future communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au cours de sa rencontre avec Balewa, Tafawa
à Lomé. Et là, vous parlez des bases de la future. Mais il faut la concrétisation. Il y a des membres participer à sa concrétisation, à sa mise en place. Lorsque vous avez eu une idée et que vous avez conçu la chose, on ne dira pas que c'est moi. Je voudrais que ça soit clair dans les esprits. Est-ce que vous ignorez quand même, est-ce dire que vous ignorez le rôle important que OBC le général Gnassingbé Yadema a joué? OBCDAO Yadema. Non, là, c'est ce que je dis. Donc, ce n'est pas Yadema. Mais vous avez écouté l'ancien ministre qui a dit que l'idée est venue de quelqu'un. Mais quand vous parlez de la concrétisation, les premières bases, c'était à Lomé, on a dit. Ce n'est pas Yadema. cette partie de l'histoire est occultée. Je crois que je pourrais être d'avis avec vous quand on parle de la continuité de l'État. En ce sens, je serai d'accord avec vous. Mais dire que c'est Yadema, je dis non, c'est faux. Qu'on a passé une 50aine d'années à tromper les Togolais, il faut que ça cesse. Alors, parlons-en. Merci quand même pour cette précision, pour ces recherches. Je crois que c'est un exercice qui incombe à nous, journalistes, d'édifier et d'éveiller les consciences sur tout ce qui a été fait. C'est pourquoi je ne manque jamais de dire que le régime de Gnassingbé est un régime assis sur le mensonge. On a toujours passé tout son temps à travestir la vérité. Pour quel but? Moi, je ne sais pas, mais je dis qu'il est temps que nous en parlions. Alors, ceci étant, oui, revenir à ma vous question. savez, moi, j'ai été un tout petit peu écœuré de me rendre compte que le Togo, qui a des problèmes financiers et dont tous les secteurs sont au rouge, il y a des grognes partout, a pu organiser 3 grands sommets à coups de milliards. Et c'est à féliciter, Ildefonse Baki. Je crois que féliciter dans le contexte actuel, je ne suis pas d'accord. Mais partout... je suis d'accord qu'on puisse abriter un sommet au cours duquel le président sortant puisse passer le témoin au président entrant. Mais lorsqu'on nous dit que les travailleurs togolais, c'est-à-dire le contribuable togolais, tire le diable par la queue, et que le gouvernement dit qu'il n'a pas d'argent pour satisfaire aux besoins sociaux, et dans le même temps, on trouve de l'argent pour organiser 3 grands sommets, je dis c'est se moquer du peuple. Est-ce que ces sommets sont à la facture de l'État togolais? Alors qui paie l'ardoise, dis-moi? Mais c'est des organisations qui ont paie l'ardoise? Qui ont... Vous voulez me dire que le Togo n'a pas participé? Tous les États membres participent, effectivement. Alors, je dis au moins un sommet, oui. Mais 3 sommets, vous imaginez? 3 sommets. Donc, ce qui veut dire que le Togo a participé pour le sommet CEAC, CEDEAO, pour le sommet UEMOA et pour le sommet de la CEDEAO même. Vous ne trouvez pas que c'est des milliards qui s'envolent? Ildefonse, même si cela se faisait ailleurs, ou cela, peut-être si ce congrès ou ces sommets étaient organisés en dehors de l'État des frontières du Togo, l'État togolais y contribuera notamment. Et je dis, pendant que les besoins sociaux sont encore criards et que les Togolais n'arrivent pas à se faire soigner parce qu'on dit qu'on n'a pas les moyens financiers pour acheter le matériel et doter le centre de référence, le CHU, d'appareils adéquats pour permettre aux citoyens là qui travaillent, pour qu'on ait l'argent là, pour payer ces sommets. Mais vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Je ne dis pas qu'on n'organise pas les sommets, mais je dis que organiser 3 sommets dans un pays où les besoins sociaux sont criards, je dis c'est trop. C'est ça, je dis. Mais Yves Gallet, ces sommets, selon certains observateurs, ont contribué plutôt, ont attiré de l'attention sur le Togo. L'image du Togo sur les chaînes internationales a été encore bien vendue. Même, on pourrait parler de retombées, même au niveau de la cour de la base, c'est-à-dire les hôtels qui ont été... les chambres d'hôtel qui ont été louées, et même les petits achats que ces visiteurs et ces participants ont fait, cela n'a-t-il pas contribué un tout petit peu à l'économie, ou vous le regardez également sous un angle, sous l'angle de Ildefonse Baki?
Bon, d'entrée, moi, je voudrais dire que je voudrais commencer par le débat sur les pionniers de la CEDEAO. Dire que ce débat, franchement, ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas l'actualité aujourd'hui. Et en parlant, en invoquant ce sujet, nous sommes carrément dans l'histoire. Et les pans de l'histoire sont écrits de différentes manières. Il y a de différentes versions. L'histoire de l'humanité même est écrite de différentes manières. L'histoire des sociétés, il y a plusieurs versions. Ça dépend de chaque auteur, de chaque historien, mu par certaines considérations, par certaines visions et autres. Même l'histoire de la Bible, d'une manière ou d'une autre, est contestée ici et là à travers plusieurs écrits de plusieurs auteurs. Donc aujourd'hui, le débat de Eyadema, qui est le pionnier de la CEDEAO, ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas le plus important. Et puis, cette obstination à toujours noircir tout ce qui est à l'actif du Togo, c'est-à-dire tout ce que l'État togolais a pu faire. Cette obstination a toujours noirci, a montré du mauvais doigt ce que sous tous les cieux on met à l'actif du Togo. Moi, je ne suis pas dans cette posture. Donc, c'est un débat que moi, je fais clore, qui ne m'intéresse pas du tout. Bon, maintenant, parlant des retombées des 3 sommets qui ont été organisés récemment. Vous pensez que ça a participé ou a contribué? D'abord, il faut dire que le confrère Idi Alphonse ne maîtrise pas le mécanisme de financement des sommets de la CEDEAO. Il faut aller rechercher les mécanismes de financement de ces sommets-là parce qu'ils ne sont pas exclusivement organisés sur le budget de l'État qui accueille. Donc il faut aller rechercher ces mécanismes de financement de ces sommets. Et puis au-delà, moi je me réjouis aujourd'hui parce que durant 3 jours et durant ces 2 jours, le Togo a relevé d'énormes défis qui ont promu l'image du Togo à l'international. Le défi de la sécurité, le défi de l'hospitalité, le défi même de drainer tout un continent derrière pour mettre le cap sur le développement de tout un continent. Donc je crois que c'est des défis majeurs que le Togo a pu réaliser en 2 jours et il faut s'en féliciter. Il faut dire qu'il y a eu des retombées économiques pour le Togo et vous avez déjà égrené les grandes lignes de ces retombées économiques. Il y a les hôtels qui en ont profité. Et il y a beaucoup de secteurs d'activité du Togo qui sortent gagnants. Donc aujourd'hui, au-delà de toutes les critiques, de tout ce que l'on peut reprocher à l'organisation de ces sommets, moi, je trouve que c'est un grand pari que le Togo a gagné. Et en tant que Togolais et patriote, je me réjouis de l'exploit entre griffes que le Togo a réalisé en organisant, en accueillant ces sommets. Mais donc on pense que, vu la situation politique du pays, même la situation sociale uniquement du pays, ces sommets viennent plutôt entamer davantage ces secteurs. Oui, d'abord il faut dire que pour le sommet de la CEDEAO, c'est réglementaire que c'est le Togo qui doit accueillir ce sommet parce que le Togo et le président togolais est le président en exercice de la CEDEAO et donc la règle veut que ce soit au pays que cela soit organisé. Et je viens de dire déjà qu'il y a un mécanisme de financement de ces sommets. Et donc, je ne sais pas pourquoi on doit mettre toutes ces dépenses, qu'on puisse penser que c'est de la dilapidation de fonds. Et les 2 autres sommets. Oui, et les 2 autres sommets, je sais que quand il y a des sommets pareils, c'est le sommet qui a réuni la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et donc, les contributions, d'une manière ou d'une autre, sont partagées et tout n'est pas que à l'actif du Togo. Et puis, je ne suis pas sûr aujourd'hui que Idi Alphonse Akpaki a le budget, le chiffre
le chiffre précis de toutes les dépenses qui ont été allouées pour ce sommet, pour déjà crier au scandale. Avant de le faire, il faut qu'il prouve au peuple togolais que le Togo et les trois sommets ont coûté des dizaines de milliards au Togo avant de crier au scandale. Eh bien, revenons à la question, ma première question. Je vais placer juste 2 mots. Ah oui, allez-y rapidement pour que nous puissions aller dans les détails. Oui, le confrère a parlé tout à l'heure. Moi, je ne voudrais pas être un dictateur, puisque je ne partage pas la parole ici. C'est vous qui partagez la parole. Mais j'ai parlé en tant que patron de presse, parce que tout juste après la feuille de route, j'ai écouté ce que les populations ont dit par rapport à la CEDEAO. Et les gens sont allés jusqu'à dire, mais pourquoi la CEDEAO n'a pas dit ça? C'est parce que c'est Eyadema qui en est le pionnier, c'est pourquoi on a voulu faire la part belle pour l'État togolais, c'est pourquoi je suis allé fouiller dans l'histoire. Dans l'histoire, j'ai cherché. Je n'ai aucune intention de noircir l'histoire. Peut-être que c'est lui qui a l'intention de noircir l'histoire, parce que je ne peux pas comprendre que ce n'est pas Eyadema qui a été le pionnier. J'en parle aujourd'hui pour qu'on essaie de corriger l'histoire et on pense que je suis en train de noircir l'histoire. Celui qui en parle, il fut ministre du gouvernement de M. Sylvanus Olympio. L'histoire retient que c'est ce qui s'est réellement passé. Maintenant, parlons du mécanisme de financement. Je n'ai jamais dit ici, et j'ai parlé français, je n'ai jamais dit que pourquoi on doit organiser un sommet. Je suis même allé dire, on peut organiser le sommet de la CEDEAO, d'autant plus que le président en exercice de cette institution doit passer le témoin. Mais j'ai dit organiser 3 sommets dans un État où on dit qu'il n'y a pas d'argent pour satisfaire les besoins sociaux. Mais vous ne me direz pas que le Togo n'a pas mis la main à la poche. Même si les autres États doivent payer, vous ne pouvez pas me le dire. Il doit mettre la main à la poche pour le sommet CEDEAO. Il doit mettre la main à la poche pour le sommet de l'UEMOA. Il doit mettre la main à la poche pour le sommet de la CEDEAO. J'ai trouvé que 3 sommets, c'est beaucoup pour un pays dont les besoins sociaux sont encore criards. Maintenant, j'avais pensé que lui qui maîtrise le mécanisme de financement allait me dire ce que le Togo a donné. J'avais pensé à ça. Puisque moi, je ne maîtrise pas. C'est toi qui te plaît, qui crée le scandale. Écoute, tout à l'heure. C'est toi qui dois avoir les chiffres, parce que c'est l'accusateur qui apporte les preuves de son accusation. Il faut discipliner votre invité. Parce que tout à l'heure, quand il parlait... Ce n'est pas moi qui vais apporter les preuves de ton accusation. Je n'ai jamais accusé. Je n'ai jamais accusé. J'ai dit, et je redis, je dis que j'ai parlé français. Il faut qu'il m'écoute. Je n'ai jamais accusé. J'ai dit 3 sommets pour un État dont les besoins sociaux sont criards, c'est trop. C'est votre opinion. Eh bien, nous poursuivons donc ce débat avec le décryptage de la feuille de route. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lecture, c'est ma première question à vous, c'était ma première question à vous, à la lecture de cette feuille de route, est-ce qu'un camp des acteurs politiques de cette crise peut crier victoire? Je suis journaliste. Jusqu'à la preuve du contraire. Oui, en l'analysant. Je crois que c'est le peuple. Est-ce que ça profite à un camp beaucoup plus qu'à je ne fais pas ce débat, mais je remarque que, quelque part, ce que les Togolais voulaient il y a 13 ans, à travers l'APG, au moins des ponts qui sont résumés. Il faut reconstituer la Cour constitutionnelle, il faut revoir la CENI, il faut que les élections se tiennent le 20 décembre. Vous savez ce que ça veut dire? Même si la CEDEAO a été beaucoup plus diplomatique sur la feuille de route, je crois quelque part en lisant ce que la CEDEAO a écrit, elle a dit les réformes se feront
avant les élections prochaines. Une manière de dire, nous n'avons pas dit. Vous donnez la date butoir pour l'effectivité des réformes à faire. Mais si vous voulez aller aux élections, faites les réformes là qu'on a citées. Moi, ça me va. Parce que quand nous retournons à l'APG, vous allez voir que tous ces grands ponts-là relevés dans l'ordonnance politique de la CEDEAO se retrouvent dans l'APG. Et donc, je ne dirais pas qu'un camp a pris de l'ascendance sur l'autre. Mais à la lecture, je crois que M. Faure Gnassingbé doit se réjouir du fait que la CEDEAO l'a aidé, ou l'aide, à sortir par la grande porte. Parce que si aujourd'hui, toute la classe politique se réunit et arrive à avoir la volonté, c'est ce qu'il faut, la volonté, à traduire dans les faits les termes de ces recommandations-là, je crois que quand on ira aux élections à la date indiquée, avec tout ce qui se fera, si cela allait comme il faut, vous verrez. Eh bien, Yves Gallet, ma question était celle de savoir si aujourd'hui, à la lecture de ces recommandations de la CEDEAO, on pourrait dire que le peuple a gagné ou un camp a gagné. Est-ce qu'on peut crier au triomphalisme, on peut crier victoire? Non, on ne peut pas crier victoire d'un côté ou de l'autre, parce que les recommandations... Bon, d'abord, je voudrais préciser que ces recommandations n'aident en rien Faure Gnassingbé particulièrement, parce que c'est des recommandations qui relèvent d'un certain pragmatisme et d'une certaine impartialité. La CEDEAO s'est montrée au-dessus de la mêlée pour proposer une feuille de route qui va sceller l'ancrage démocratique du Togo. Donc ces recommandations, elles sont générales et impersonnelles. Elles ne visent pas à aider personnellement le chef de l'État, et je ne sais pas quelle est la lecture que le confrère est en train de faire de ces recommandations pour dire que cela aide Faure Gnassingbé particulièrement. Mais vous allez voir à l'appréciation de cette feuille de route, et quand je veux porter mon analyse sur l'appréciation que un camp ou l'autre pourrait en faire, a fait de cette feuille de route, vous allez voir que au niveau du parti au pouvoir, il y a eu de la retenue. Il y a eu de la retenue, et il n'y a pas eu de l'excès d'enthousiasme dans l'expression de l'appréciation de cette feuille de route. Et il y a une ligne stable dans l'appréciation de cette feuille de route. Au niveau du parti Union. Au niveau du parti Union, tous les acteurs du parti Union qui sont intervenus, qui sont montés au créneau pour apprécier cette feuille de route, ont tenu presque un langage identique, tandis que au niveau de la coalition, les langages sont divers. D'abord, le premier communiqué que la coalition a sorti, on a noté que la coalition n'a pas eu le courage de tenir un langage de vérité pour apprécier. Mais la coalition a fait deux observations. La première observation a porté sur la date des législatives. Oui, non, la deuxième observation... C'est-à-dire que la coalition n'a pas eu le courage de tenir un langage de vérité. Pour dire que les recommandations sont satisfaisantes, parce que de toute façon, la plupart des revendications de la coalition sont prises en compte par cette feuille de route. D'abord, il faut s'en réjouir, mais la coalition a essayé de prendre acte légèrement, et avant de fustiger la CEDEAO pour ces insuffisances constatées dans l'établissement de cette feuille de route. Et je dis, là, la coalition n'a pas eu le courage de tenir un langage de vérité. Et c'est toujours une caractéristique de cette frange de l'opposition. Et devant de telles situations, on tente toujours de faire croire que ce qu'on est en train de rechercher, on ne l'a toujours pas, et qu'il y a toujours des insuffisances, une manière de susciter
de nouveau la colère, la déception dans l'opinion, dans l'esprit des militants, pour que la flamme de la lutte soit toujours allumée, alors que ici, il s'agit d'une feuille de route qui appelle à l'apaisement, la concrétisation peut amener le Togo vers des lendemains meilleurs. Donc je crois que aujourd'hui, le défi de l'heure, c'est la recherche de la paix à travers la concrétisation de cette feuille de route. Je parlais de la divergence des points de vue des membres de la coalition, au-delà du communiqué général qui engageait tous les 14 partis de l'opposition. Vous allez voir que de part et d'autre, les partis s'expriment individuellement et on note une divergence totale des points de vue. Vous voyez le PNP, par exemple, qui se réjouit, qui crie à la victoire même, qui trouve que sur ces 4 revendications majeures, il y a 3 qui sont prises en compte et que si on devait noter dans une classe, si c'était une note, ils ont 15 sur 20. Vous comprenez un peu. Et vous prenez par exemple le FDR de Maître de Apéron qui se réjouit de cette feuille de route et qui trouve que si l'opposition exploite efficacement cette feuille de route, on devrait arriver à l'alternance en 2020. Donc, vous voyez, de part et d'autre, il y a des divergences, des partis individuellement qui se détachent un peu du communiqué général proposé par la coalition. Et ça sème de la confusion au sein de l'opinion. On ne sait pas vers où la coalition veut amener le peuple. Oui, Ildefonse Akpaki, la coalition dans un premier communiqué a relevé des insuffisances portant notamment sur la date des législatives et le fait que la CEDEAO ne s'est pas prononcée de façon explicite sur la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Ces insuffisances dont parle la coalition sont-elles justifiées? Je voudrais répondre, mais avant tout, j'ai dit tout à l'heure que quelque part, M. Faure Gnassingbé doit se réjouir du fait que le communiqué a été ainsi libellé, parce que ça lui permettra de beaux jours. Je l'ai dit parce qu'au dernier congrès de UNIR, lorsque la crise sévissait, j'ai écouté M. Faure Gnassingbé depuis Tchivi dire que la solution se trouve dans UNIR. C'est pourquoi je l'ai dit. S'il n'a pas compris, il faut qu'il comprenne comme ça. 2. Par rapport au communiqué de la C14. La C14, oui, a pris acte et relevé des insuffisances. Je crois que vous et moi, nous n'étions pas dans les discussions avec les facilitateurs, mais je lis que certainement s'il relève des insuffisances, cela voudrait dire qu'entre-temps, pendant les discussions, peut-être qu'ils avaient posé un certain nombre de sujets qui n'ont pas été pris en compte. Je suis d'accord avec la C14 si la C14 dit nous ne pouvons pas avoir comment les choses se passent, aller aux élections le 20 décembre. Parce que le communiqué de la CEDEAO demande à ce qu'on revoie l'institution qui doit organiser ces élections-là, au prime abord, et les opérations électorales qui se feront. Quand on dit qu'il faut le vote de la diaspora. Vous savez que les Togolais de la diaspora sont estimés aujourd'hui à 2 millions de citoyens, de compatriotes. Donc il faut les enrôler. Il faut... Mais le communiqué parle de possibilités. Oui, mais tout ça, là, ça se fait au niveau autour d'un consensus. Voilà pourquoi je dis possibilité, si vous n'arrivez pas à le faire, vous ne pouvez pas aller aux élections le 20. Est-ce que ça s'entend par... Vous avez lu le communiqué? Le communiqué demande à ce qu'on fasse les réformes avant les élections. Vous l'avez lu? Si vous l'avez lu, retenez que les réformes, puisque on a demandé aux deux camps d'être ensemble, de faire les choses ensemble. Vous n'avez pas lu? Mais de manière réaliste, est-ce qu'on peut arriver à organiser le vote de la diaspora avant cette échéance? Alors, cette question, normalement, devait être posée aux facilitateurs, puisque ce sont eux qui ont retenu la date. Moi, je crois qu'on a demandé de revoir le fichier électoral, qui aujourd'hui est la pomme de discorde au niveau même des opérations électorales à faire. Il faut épurer le fichier des décès.
il faut prendre en compte les compatriotes qui ont l'âge de remplir valablement leur devoir civique. Et puis, il faut essayer d'épurer les 500 000 électeurs fictifs que l'OIF a essayé de retrouver dans le fichier. Il faut faire tout cela avant qu'on aille aux élections. Il faut avoir une liste avant qu'on aille aux élections. C'est pas ça. Et on demande maintenant que tout se fasse sous la base d'un consensus. Entre autres, ces opérations électorales, on demande de revoir la constitution de la Cour constitutionnelle, qui est l'institution qui donne le résultat définitif de nos élections. Vous savez qu'au sein de la Cour constitutionnelle, il y a eu 2 décès. Maître Bébi Olympio qui est décédé et le chef Adoboli qui est décédé. Donc il faut revoir tout ça. Mais le fait de revoir tout cela repose le problème de volonté. Est-ce qu'on a la volonté de traduire dans les faits ce que la CEDEAO a dit? Parce que je rappelle encore, il y a 13 ans, tout ce que la CEDEAO a mis noir sur blanc est contenu dans la PG. Aujourd'hui, quand j'entends M. Bawara dire « Laissons ces moments de discorde derrière nous et travaillons ensemble », quand il dit ça, je sursaute parce que dans un passé récent, c'est lui qui a dit que la page des réformes était tournée. Vous voyez maintenant. Mais le pouvoir toujours souhaité échanger, collaborer avec l'opposition sur ces questions de réforme. Je note que, et les discours d'intention du chef de l'État qui ne se traduisent pas pour la plupart du temps dans les faits, on a l'impression que les dirigeants togolais parlent, mais n'arrivent pas à faire concrétiser comme cela se doit ce qu'ils disent. Parce que moi, je ne vois pas ce qui peut barrer la route à la mise en œuvre des réformes contenues dans l'APG. Je ne comprends pas. Et c'est le même problème aujourd'hui, puisque tous ces points élaborés sur la feuille de route laissée par la CEDEAO sont contenus dans l'APG qu'on a refusé, bon gré, de ne pas traduire dans les faits. Je verrai, quand vous prenez l'APG, il a été dit qu'un comité de suivi sera mis en place. Le comité est là. Mais sur la feuille de route, on dit encore qu'un comité de suivi sera mis en place. On verra. Eli, le problème togolais, c'est avoir la volonté. Comme le dit le petit blanc, vouloir, c'est pouvoir. Si les dirigeants veulent, ils le feront. Mais s'ils ne veulent pas, 13 ans après, on sera toujours là. Yves Gallet, Défense parle de la volonté politique au niveau des acteurs de cette crise. Mais cette volonté, est-ce que cela doit émaner beaucoup plus du pouvoir ou de l'ensemble de la classe politique togolaise? Bon, objectivement, moi je trouve que quand on parle de la volonté dans la gestion de cette crise politique, le gouvernement a montré beaucoup plus de volonté pour et la concrétisation de ces réformes. Vous vous souvenez du 5 septembre 2017, quand le gouvernement avait introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi qui porte essentiellement sur la limitation des mandats. Oui, en faisant la comparaison même, on retrouve que cette l'essentiel des recommandations de la CEDEAO se retrouve déjà dans ce projet de loi que le gouvernement avait envoyé et dont la discussion a été boycottée tout simplement par la coalition. Et si le gouvernement n'avait pas la volonté de créer une entente, de créer un consensus autour de ces réformes, avec les 2/3 des députés qui ont voté ce projet de loi, le gouvernement pouvait rapidement appeler une consultation populaire, un référendum pour acter ce projet de loi. Mais le gouvernement a montré beaucoup plus de volonté pour créer un consensus autour de ces réformes. C'est pourquoi cela a traîné jusqu'à aujourd'hui. Et je remarque que la coalition, sur toute la ligne, pour la concrétisation de
de ces réformes depuis le 30 juin 2014 jusqu'à aujourd'hui et n'a pas montré assez de volonté, assez d'ouverture d'esprit et de tolérance pour aller, et il ne s'est pas montré le plus pragmatique possible. On dit souvent, un tien vaut mieux que deux, on l'aura. Vous vous rappelez, et s'il ne s'était pas agi de ce bout de phrase, en aucun cas autour duquel les acteurs se sont arc-boutés en septembre passé, on ne devait pas arriver ici. Donc je crois que, parlant de volonté, c'est la coalition aujourd'hui qui devrait montrer beaucoup plus de volonté, parce que ce qu'elle cette organisation est en train de réclamer, il y a une partie du chemin qui a été déjà faite par le gouvernement, et devant les perspectives terrifiantes qui sont en train de menacer le Togo aujourd'hui, la paix reste le seul combat qui va être mené. Et aujourd'hui, ce n'est plus une prière qu'on adresse aux acteurs politiques, c'est plutôt un ordre qui vient du peuple vers le gouvernement, du peuple vers le parti au pouvoir et vers les opposants. C'est un ordre, il s'agit de choisir si nous devons continuer par nous concentrer sur ce qui nous divise, ou si nous devons prendre l'option de créer des conditions qui nous permettent d'avoir une entente, un consensus autour de ces réformes, si nous devons nous engager sur la voie de poser les jalons pour l'émergence de l'économie togolaise, si nous devons choisir de sortir le peuple aujourd'hui de sa précarité plutôt que de continuer par faire la politique politicienne. Parce que quand vous prenez les insuffisances relevées par la coalition, vous comprenez toujours que la coalition est dans cette dynamique de maintien de la léthargie du statu quo. Quand vous prenez la demande du gouvernement de transition, vous prenez la demande de la non-candidature de Faure Gnassingbé en 2020, vous voyez dans quel schéma, dans quelle posture et végète toujours cette coalition. Oui, la coalition est toujours restée dans cette logique de montrer que la crise politique togolaise est une crise d'alternance politique. Voilà pourquoi ils estiment que Faure Gnassingbé, la CEDEAO, devait se prononcer sur la candidature de Faure Gnassingbé. Oui, bien sûr. Alternance politique, c'est bien dit. Mais comment on accède au pouvoir pour réaliser l'alternance politique? Quand vous prenez le protocole additionnel de la bonne gouvernance et de la démocratie de la CEDEAO, ces articles 1 et 2, toute accession à la magistrature suprême devrait forcément passer par les élections. Et l'accession au pouvoir par des voies non démocratiques est interdite. Donc, seulement les élections peuvent concourir à l'accession et au pouvoir suprême. Ce qui veut dire que le problème togolais aujourd'hui, en vérité, c'est un problème électoral. Il faut renforcer. C'est pourquoi la feuille de route de la CEDEAO, pour moi, le point le plus important, c'est le processus de renforcement, et le renforcement plutôt du processus électoral. Et je crois que c'est là-bas que l'opposition devrait normalement concentrer toutes ses énergies pour réaliser les réformes nécessaires qui permettent, pour une fois de bon, de minimiser les fraudes, les bourrages d'urnes dont ils sont toujours accusés le gouvernement. C'est le point d'ancrage même de cette crise, la crise de confiance au mécanisme électoral. C'est la bataille la plus rude que normalement la coalition devrait mener. Eh bien, Ildefonse Akpaki, je le disais tantôt, la coalition a toujours maintenu cette logique de dire que la crise togolaise est une crise d'alternance politique. Est-ce qu'aujourd'hui, ces recommandations de la CEDEAO règlent cette crise d'alternance politique? J'espère que nous ne sommes pas là pour défendre nos ventres. Bien sûr, nous parlons de l'État, nous parlons de la nation togolaise. Alors, nous allons dire la vérité au peuple.
lorsque le confrère dit que le gouvernement a montré beaucoup plus de volonté, je voudrais juste lui faire remarquer. En citant, il a cité Des choses. le projet de loi ou l'avant-projet de loi du gouvernement. Vous ne trouvez pas que cela relève d'une ménopause intellectuelle lorsque vous êtes auteur d'un projet de loi, vous-même, et ce sont vos députés qui rejettent ce projet-là, c'est-à-dire vos hommes qui sont majoritaires au Parlement, qui rejettent. Nous parlons du septembre dernier. Quel septembre dernier? Le projet de loi du gouvernement, c'était le 30 juin 2014. Très récemment, le gouvernement a encore envoyé un avant-projet de loi. Non, ce sont les députés de l'opposition qui ont envoyé 2 propositions de loi que le président de l'Assemblée, dans ses gymnastiques, n'a pas voulu qu'on en débatte. On avait évoqué le faux problème de consensus qu'on n'a pas trouvé. Et c'est à l'étude même de l'une de ces propositions que le chef de l'État est intervenu pour créer ce qu'il a appelé commission de réflexion patati-patata, quelque chose comme ça. Dirigé par Mme Awanana. Voilà. Et après tout, c'est au Hashkroun qu'on renvoie encore le débat. Mais écoutez, mais en septembre dernier, le gouvernement a agi remarquer, en envoyant un projet de loi. Oui, mais si le gouvernement a envoyé un projet de loi, pourquoi le projet ne passe pas? Pourquoi le projet n'est pas inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée? Non, vous avez eu la parole. Je ne comprends pas. Est-ce que vous lui avez donné la parole? Sinon, moi je me lève et je quitte. C'est une histoire récente de notre pays. Le 5 septembre. Je vais me lever et je vais partir. Parce que quand il parle, ok. il faut le discipliner. Parce que je veux qu'il y ait au moins la discipline autour de cette Oui, table. allez-y. Oui, mais s'il y a eu un projet de loi, est-ce que le projet est inscrit à l'étude au Parlement? Parce que ce n'est pas vous et moi qui légiférons les lois, ce sont les députés. Oui. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Les députés de l'opposition ont déserté la salle, ils sont arrivés avec 47 amendements, ces amendements qui n'ont pas été pris en compte. Vous savez, un peu l'histoire, c'est ça. Vous savez, la scène. Vous savez, ne prenez pas les gens pour des cons, pour des imbéciles. Le chef de file de l'opposition a écrit au chef de l'État par rapport à ce que vous voulez dire. Ça n'a jamais été pris en compte. Les députés de l'opposition ont fait 2 propositions. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait que lorsqu'on a commencé l'étude de ces propositions de loi-là, ça n'a pas évolué. Et c'est maintenant un projet du gouvernement sur le même sujet qui tombe. Vous avez refusé de discuter de la proposition de l'opposition. Vous posez un projet et vous voulez que les autres viennent. Alors que lorsque vous n'êtes pas auteur d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, les règlements de l'Assemblée nationale sont clairs. Lorsque vous n'êtes pas auteur, mais la loi vous donne la possibilité de faire au moins des amendements. Mais est-ce que les propositions qui sont passées, émises par les députés de l'opposition, inscrites à l'ordre du jour, et dont l'étude avait commencé, pourquoi ceux du pouvoir n'ont-ils pas usé de ce droit-là que les règlements intérieurs leur donnent pour amender, pour qu'on passe? Dites-moi. Et pourquoi voulez-vous maintenant, à votre tour, lorsque vous posez le vôtre, vous voulez qu'ils viennent? C'est comme ça que vous avez dirigé le pays. Je ne suis pas dit. Non, mais je ne vous dis pas. C'est comme ça. Et puis, lorsqu'on dit que, au-delà de tout ce que vous venez de dire, vous dites que l'opposition n'a pas été satisfaite parce que ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent par rapport au départ de M. Faure Gnassingbé à la tête de l'État. Mais soyons sérieux, nous sommes en politique. Et en politique, on appelle quelque chose la morale. Lorsque le chef de l'État lui-même, président à l'époque, en exercice de la CEDEAO, sur Deutsche Welle, parle de ce que, pour
que la démocratie s'enracine dans un État africain, et le Togo se trouve être un État africain. Il faut limiter les mandats à 2 et à 3, mais si vous voulez parler de ce que l'opposition a demandé que ce que lui-même il a dit se traduise dans les faits, mais ils n'ont pas péché en le disant. Vous n'avez pas la bande là où le chef de l'État lui-même disait qu'il faut limiter les mandats? Bien sûr. Je suis malheureux qu'il est dans son 3e mandat. Et il n'en parle pas. Sur d'autres cieux, ceux qui ont fait 2 mandats l'ont déjà dit. Mamadou Issifou l'a dit. Mais à la base de la constitution actuelle, le chef de l'État se voit permis d'être candidat. Lorsque vous êtes un homme d'État, on dit, un homme ne vaut que par ses paroles. Lorsque vous êtes un homme d'État, quand vous voulez parler, vous devez réfléchir sur toutes les contraintes que vous avez. Le chef de l'État savait que la constitution de son pays, les verrous de la limitation du mandat présidentiel ont été sautés par ces hommes. Il le savait. Mais pourquoi va-t-il dire? Donc il le dit pour les autres. Il veut que ça s'applique pour les autres. Limiter les mandats à 2 pour les autres. Ou à 3 pour les autres. Lui, il n'est pas concerné. Il a parlé de pays africains. Même lorsque nous parlons de la morale en politique, parlons de l'éthique. Il y a l'éthique aussi en politique. Mais moi, je ne soutiendrai jamais l'insoutenable. Parce que je ne parle pas pour me vaincre. Je parle et j'assume toutes les conséquences qui en découleront. Parlons-en. Vous n'avez jamais pensé que ce sont les élections qui sont à la base de la crise que nous traversons. Et ce sont des élections frauduleuses qui ont été chaque fois contestées. Voilà pourquoi certains observateurs pensent qu'aujourd'hui, l'essentiel pour la C14 ou pour l'opposition togolaise, c'est de travailler à ce que le processus électoral soit renforcé pour garantir une certaine transparence. Vous pensez que l'opposition a peur des élections? Vous pensez? Bien sûr. Non, je ne vous adresse pas la parole. Ben, je suis dans le débat. Il faut arrêter ça. Si vous parlez de discipline, si vous êtes dans le débat, je suis dans le débat. Je peux réagir. Oui, non. Elie, je ne serai pas d'accord avec vous. Parce que quand vous lui donnez la parole, est-ce que j'interviens? Non. Parfois qu'on glisse. Mais quand même, il y a de petites interactions. C'est pas la première fois que tu fais un débat. Il y a de petites interactions. Je ne t'arrête pas la parole. J'ai demandé tout à l'heure, quand il parle, est-ce que j'interviens? Vous me voyez prendre mon stylo et je note ce qu'il dit. Et je reviens là-dessus. Non. Je voudrais que, autour de cette table, qu'on se respecte. Parce que quand il parle, je n'interviens pas. Mais ça n'empêche pas de petites interactions. C'est pas possible. Donc vous voulez que quand il parle, que j'intervienne aussi? Si vous voulez. Donnez-lui la parole. Non, je ne parle plus. Donnez-lui la parole. Allez-y. Non, donnez-lui la parole. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Non, je ne parle pas. Non. Je parlerai sur une autre question, mais donnez-lui la parole. Bon, moi, je crois qu'il a assez parlé. Moi aussi, je peux continuer. Yves, vous permettez, vous êtes des confrères assez... Non, il n'a qu'à parler. Pour que nous puissions faire un débat. Il n'a qu'à parler. Il veut parler. Non, il n'a qu'à parler, mais... Il n'a qu'à parler. Eh bien, vous qui donnez la parole, donnez-lui la parole. Je replace un peu les choses dans le contenu. Mais dites-moi, est-ce que le consensus demandé aujourd'hui par la CEDEAO pour opérer ces réformes, est-ce que ce consensus est possible, vu toutes les scènes qu'on a eues à propos de réformes consensuelles? À l'Assemblée, ça n'a pas marché, donc demande qu'on aille au référendum. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs politiques togolais sont prêts à travailler pour qu'il y ait un consensus sur la question des réformes au Togo? Yves, Daly. Bien sûr. Ce n'est même plus une question, c'est une obligation, c'est une condamnation de la classe politique à travailler pour arriver à un consensus. Et parce que il faut considérer cette feuille de route comme un baromètre de responsabilité, un baromètre de responsabilité des acteurs politiques, un baromètre de patriotisme, un baromètre d'engagement à soutenir, à recréer les conditions de décollage du Togo. Parce que
cette crise a trop duré. Et vous savez tout l'impact négatif que cette crise a sur l'économie togolaise, la précarité dans laquelle les populations s'enlisent au jour le jour à cause de cette crise-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, le consensus, c'est le maître mot. Et tous les acteurs doivent travailler pour y arriver. Et c'est le moment propice même pour les Togolais et les Togolaises d'apprécier effectivement quels sont les acteurs qui aiment vraiment ce pays, qui sont disposés à s'imposer des sacrifices majeurs pour le bien de ce pays. Et cela passe par la disposition à offrir des conditions pour arriver à un consensus. Mais quand déjà vous voyez les postures d'un camp et de l'autre, vous voyez un peu vous présagez facilement des difficultés qu'on peut avoir à arriver à ce consensus, parce que quand la coalition, par exemple, table toujours sur le gouvernement d'union, le départ de Faure Gnassingbé en 2020, et table sur la recomposition de la CENI selon leur bon vouloir et autres, vous présagez facilement des difficultés qu'on peut avoir pour arriver à ce consensus. Mais aujourd'hui, je le dis encore, devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent, qui menacent le Togo, la paix est le seul combat qui va y être mené. Et pour arriver à cette paix, il faut un consensus, il faut un sursaut d'orgueil pour y arriver. Oui, Ildefonse Akpaki, où pourraient se retrouver les difficultés ou le blocage à ce que le consensus soit trouvé? Est-ce qu'on peut commencer par crever l'abcès? Je voudrais faire remarquer que l'opposition n'a jamais parlé de gouvernement. L'opposition a parlé de gouvernement de transition. Et quand l'opposition pose le problème du départ de M. Faure Gnassingbé, je l'ai dit tout à l'heure, au moins il y a la morale politique qui recommande, il y a l'éthique. Et je précise encore que le chef de l'État lui-même l'a dit. Et en parlant sur Deutsche Welle, le chef de l'État a également parlé des enjeux de pouvoir. Qu'est-ce que vous mettez dans l'enjeu? Ou bien qu'est-ce que lui, il met dans l'enjeu? Il veut dire que... À nous de le décrypter. Mais il veut dire que il n'y a plus de Togolais, de citoyens togolais qui peuvent postuler à ce poste. C'est ça l'enjeu. Ça pourrait s'entendre également par le fait que le président a conscience du fait, a conscience qu'il faut des réformes consensuelles pour aboutir à l'alternance. Qui est-ce qui a galvaudé le consensus au Togo? Pouvez-vous nous le dire? C'est le chef de l'État et son équipe. Je vous ai donné deux exemples d'études de loi. Si les députés ne sont pas arrivés à étudier la proposition de loi de l'opposition, c'est parce que quelque part, il y a des gens, et comme vous le dites si bien, qui ne veulent pas que ça change. Il y a des gens qui ont pensé que le Togo est leur entreprise privée et qu'ils peuvent en faire tout ce qui leur passe par la tête. On n'a jamais pensé que le Togo est une république. Ah bon? Oui. Comme vous me posez le problème d'enjeu. Mais il sait très bien que les enjeux sont là. Et il parle de lui-même de limitation de mandat présidentiel. Il faut le lui rappeler. C'est un homme d'État. Et un homme d'État de sa carrure, lorsqu'il dit quelque chose, il doit les traduire dans les faits. C'est en cela qu'on est leader d'ailleurs. Mais quand vous promettez des choses à votre peuple, au finish, vous vous réduisez aux démagogues, les peuples vont se rebeller. Et c'est ce que nous avons constaté depuis un moment au Togo. Mais avec le pouvoir en place, demandons à Dieu qu'il les éclaire pour qu'il ait au moins le sens de la volonté. Parce qu'ils n'ont pas la volonté de le faire. Les gens optent pour la pérennisation au pouvoir. On ne veut pas lâcher le pouvoir, rappelez-vous. Le 25 février 2005, au Palais des Congrès, mon père m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Ça, c'est de l'histoire. On peut avancer sur l'avenir. Donc, vous ne savez pas que le dicton
africain qui dit si vous ne savez pas ce qui s'est passé hier, comment vous pouvez construire le présent et l'avenir? Ouais, ce que je voudrais dire Je par là, rappelle. ce que je voudrais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup estiment qu'il faut trouver une voie pour aller de l'avant, pour aller à ce que ces réformes soient faites, pour garantir l'alternance. Qui est-ce qui doit donner le ton? Vous pensez que Ça fait combien de jours que la feuille de route est sortie? Quelle a été la démarche du pouvoir et du gouvernement togolais jusqu'aujourd'hui? Un simple exemple. On demande l'élargissement de ceux qui ont été détenus jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on a libéré depuis la dernière fois jusqu'aujourd'hui au moins une seule personne pour prouver sa volonté? ça doit suivre quand même une procédure, Ildefonse. Vous savez... Vous savez que la constitution du Togo donne le pouvoir au chef de l'État de faire des grâces. Même si c'est une grâce présidentielle, Il va prendre combien de temps pour le faire? quand c'est fait pour que les gens sortent de la prison, de leur cellule... Il faut 1 an. Non, il y a eu quand même une procédure. Vous savez, À suivre, il faut signer des papiers. tout je ça. vous dis qu'il n'y a pas la volonté. S'il y a la volonté, vous me parlez, vous parlez tout comme si pour faire une grâce présidentielle, il faut passer un siècle ou bien demi-siècle pour remplir les formalités. Oh. Mais je suis très éberlué de t'entendre dire ça. Mais il y a quand même une procédure judiciaire qui... Ça va prendre combien qui de doit être respecté. Non, mais ça va prendre Vous combien ne de direz pas le temps? Ça va prendre combien de temps? Pour une grâce présidentielle, ça va prendre combien de temps? Dis-moi. Sois sérieux, hein? Ça va prendre combien de temps? Ceux qui... Écoute, moi, je suis très énervé parce que j'ai des amis qui ont été arrêtés. Eza Kokoroko, Eza Joseph et Kokoroko Vincent, plus Asiba, qui sont en prison. Pour certains, parce qu'on a retrouvé des jumelles. Donc c'est Jouer. vos amis que vous Vous savez, défendez. vous voyez, je parle et il parle. Non, c'est Je l'ai écouté tout à l'heure. dites, Je me journaliste suis dit, tes amis ont été détenus comme si vous êtes ici pour défendre vos amis. Non, bon, moi je crois qu'il faut un peu d'élégance et d'objectivité Mais vous dans permettez- l'expression de vous- nos vous opinions parce que journaliste, je ne suis pas venu ici pour défendre mes amis. Vous comprenez un peu. Ce ne sont pas Mais que tu vas m'interdire- trois amis qui sont détenus. de dire Il y a qu'ils sont aujourd'hui mes amis. plus d'une cinquantaine Attends. de détenus aujourd'hui. Vous prenez parti uniquement pour vos amis attends, et ce n'est vous- pas normal. Mais attends, Et attends. cette tendance à croire que bon, ok, Vous m'arrachez il faut- la parole, Non, c'est ça? Non, mais c'est-à-dire, Et vous permettez que Ildefonse puisse aller... Moi, je suis en train de faire un raisonnement. Je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez parlé comme vous voulez, et vous m'arrachez encore la parole. Ildefonse... Je rappelle de le discipliner une fois encore. Très rapidement, allez-y. Vous ne pouvez pas m'interdire de dire qu'ils sont mes amis. Ils sont vos amis. Ils sont mes amis avant qu'ils ne soient arrêtés. Ils demeurent mes amis. J'en parle. Quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit on a demandé l'élargissement de ceux qui ont été détenus avant de donner 3 noms. Je parle français, monsieur. Écoutez-moi. Je parle français. Allez-y très rapidement, Ildefonse Abaki. Alors, je disais tout à l'heure, mais ces 3-là, ces 3 amis, ils sont mes amis, je l'ai dit, et je les défends d'ailleurs comme ils veulent. C'est des gens qui sont défenseurs de droits de l'homme. On dit qu'on a retrouvé dans leur chambre des jumelles, des jouets. Contrairement à des gens qui sont sortis qu'on a qualifiés de groupes d'autodéfense. J'ai vu des gens qui ont escaladé, ceux-là qu'on qualifie de groupes d'autodéfense, qui ont escaladé des murs, qui sont rentrés dans des maisons, qui ont tabassé des gens, qui ont cassé la tête aux gens. J'en ai vu à Kilkamé. Mais leur sort, quel est le sort qu'on a réservé à ceux-là, qui ne sont même pas agents de sécurité? Mais soyons sérieux. C'est comme ça qu'on veut fonder une république. C'est ça l'unité nationale, qu'on privilégie les autres. Je dis que ce sont mes amis et personne n'a le courage. Personne n'a le droit de me dire que je ne suis pas en droit
de dire De qu'ils sont mes défendre vos amis. amis. Je m'en fous. Je les défends. Ouais, Bon, je crois que- Bon, moi, je- Gallet, un petit mot pour... Oh, ouais, un petit mot. Je crois que Oui, nous quand, arrivons à la fin, mon confrère fait une fixation sur la morale et l'éthique en politique, je voudrais lui rappeler que la politique, c'est une discipline très fluctuante et on ne peut pas s'offusquer du fait que certains acteurs politiques, et ça, ce n'est pas le propre des acteurs politiques togolais, et ils disent quelque chose et se dédisent après, et qu'ils montrent une posture aujourd'hui et demain affiche une autre posture, c'est le propre de la politique. Donc, on ne peut pas s'en offusquer parce que sous Mais au nom de les l'intérêt général, politiques, il faut mais quand au même- nom de l'intérêt, il y a certains paliers à ne pas franchir. Si il taxe aujourd'hui Faure Gnassingbé d'avoir dit qu'on doit faire les réformes et autres là, et aujourd'hui les réformes ne sont pas faites, mais aujourd'hui on peut pas accuser Faure Gnassingbé de s'imposer comme un obstacle majeur à la réalisation des réformes. L'obstacle majeur à la réalisation des réformes aujourd'hui, c'est la coalition des 14 partis politiques. Ah bon? La bonne volonté exprimée par le gouvernement en respectant une injonction de Faure Gnassingbé qui envoie un projet de loi et qu'il nie d'ailleurs parce qu'il n'a pas souvenance que le 5 septembre 2017, on a introduit un projet de loi qui propose l'essentiel des réformes que la feuille de route est en train de proposer et il est L'opposition a fait des propositions qui n'ont pas été prises en compte. Mais n'oubliez pas que c'est l'opposition qui cherche le plus les réformes aujourd'hui. C'est l'opposition qui jouit beaucoup plus de la réalisation de ces réformes. La majorité est au pouvoir, jouit de son pouvoir. Et aujourd'hui, l'opposition veut arracher le pouvoir à travers ces réformes. Donc, c'est l'opposition qui doit montrer beaucoup plus de flexibilité. Mais on ne va pas attendre que l'opposition vienne imposer un certain dictat à cette majorité-là. À ceux qui dirigent aujourd'hui. À ceux qui dirigent aujourd'hui. Donc, dès que la majorité offre une petite brèche, il faudrait s'y engouffrer et saisir l'opportunité et tenir cette petite brèche-là, en tirer le maximum de profit plutôt que de s'imposer comme un obstacle à la réalisation des propositions faites par cette majorité. En tout cas, c'est votre opinion. Merci à vous, Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Togo. Je ne suis pas content de toi aujourd'hui. Il a eu plus de paroles, de temps de parole. Également, merci également à vous, Yves Gallet, directeur de publication du journal La Symphonie. Eh bien, merci à vous tous qui nous avez suivis sur la 97.1. Merci à Rapide Ego pour l'assistance technique au micro. Lipling Oka Kanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. Mais je t'ai Bon, proposé. C'est le charme du débat, c'est tout. Merci, merci. Non, merci. Je t'ai dit aussi à la fin, dit, je suis pas d'accord. Hein. Sinon, il n'y a pas de problème. C'est ça le débat. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.